Donc, bonjour Jocelyne Porcher, bienvenue sur Voix Populaire. Merci d'avoir accepté mon invitation. Que vous êtes sociologue désormais à Montpellier, je crois, vous me direz. Vous travaillez au sein du département Sciences pour l'action, les transitions et les territoires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, qui a changé de nom, etc. récemment. Euh, Vous aviez commencé comme éleveuse de brebis dans votre propre exploitation dans les années 80 et c'est dans les années 1990-1990 que vous suivez des études agricoles. Depuis, vous avez écrit plus d'une dizaine de livres, je crois, dont Cause animale, cause du capital en 2019 aux éditions Au bord de l'eau, ou encore Vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle aux éditions La Découverte, qui est sorti, je crois, en 2011. Pour résumer, l'une de vos grandes préoccupations, vous estimez que sauver l'élevage en évitant son assujettissement au système d'exploitation industrielle, ça pourrait être une des plus belles utopies du 21e siècle. On va y revenir dans cette interview. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que vous faites partie d'une association, je crois que vous avez même monté l'association Quand l'abattoir vient à la ferme, qui milite en gros pour que les paysannes et les paysans n'aient pas à envoyer leurs animaux dans des abattoirs industriels s'ils ne veulent pas, notamment. Je sais pas si c'est ça le but de l'association. Donc voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est principalement pour parler d'un sujet qui prend quand même de l'ampleur en Suisse. C'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui commence à devenir de plus en plus concret dans notre pays, puis je pense pas que dans notre pays. C'est le sujet de la viande produite en laboratoire. Je sais que que c'est un sujet qui vous intéresse. Et juste pour introduire le sujet en Suisse, donc nous on a Migros, c'est le plus grand groupe suisse dans le secteur de la grande distribution, avec 37% du marché suisse de l'alimentation, et le principal employeur privé du pays, qui a investi il y a quelques années dans deux startups israéliennes qui travaillent à développer justement de la viande à partir d'une seule cellule. Et l'une d'entre elles, l'une de ces startups, Aleph Farms, a déposé une demande d'autorisation en juillet dernier pour une commercialisation de viande in vitro en Suisse dans les années à venir. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et voilà, il y a des pays, je crois qu'il y a Singapour notamment, où c'est déjà possible de goûter de ce genre de produit. Et du coup, première question assez générale. Après, on pourra aller un petit peu plus dans le détail, mais quel est votre avis à vous sur cette viande dite cellulaire créée en laboratoire? Bah déjà, je veux préciser que quand même que je travaille pas sur l'alimentation, donc c'est pas du point de vue alimentaire que cette histoire de viande cultivée m'intéresse. Et effectivement, elle m'intéresse depuis assez longtemps, depuis je pense 2008, quelque chose comme ça. Euh, mais du point de vue des relations aux animaux, quoi. C'est assez intéressant du point de vue de la relation aux animaux et du coup de la société qu'on construit d'un point de vue comme ça prévisionnel sans les animaux. Enfin, ça renvoie à mon livre de 2011, enfin, et c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, ce que j'en pense fondamentalement, c'est que c'est une horreur, quoi. Enfin, c'est la, en fait, déjà, c'est la suite de ce qui précède. Contrairement à ce que disent les soutiens de cette viande cultivée, ça n'a rien de nouveau, quoi. C'est vraiment, du point de vue capitalistique, économique et politique, la suite de ce qui précède, et, mais en pire, quoi. Voilà. C'est donc, voilà, moi j'essaye de décrypter euh, comment le sens en fait de cette viande cultivée. Alors d'un point de vue, je dirais un peu philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette viande? Enfin, j'ai écrit plusieurs articles, hein, 7 ou 8, je pense, sur cette viande cultivée, avec des entrées différentes. J'en ai créé un qui est interrogé, d'ailleurs, je crois que c'est le premier, comment le caractère mort-vivant de cette viande cultivée. C'est-à-dire que c'est en fait une nourriture de zombies, de mon point de vue. Enfin, voilà, ça c'est voilà, qu'est-ce que c'est d'un point de vue de notre rapport au monde, quoi, en fait, cette viande qui est du vivant biologique, mais du mort subjectif. Enfin, il n'y a personne derrière, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de lien, c'est le vide sidéral, quoi, d'un point de vue, du point de vue du sens, même du sens alors, de l'alimentation.
c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange, quoi. Enfin voilà, en gros, voilà, pour dégrossir un peu, donc j'essaye de décrypter cette viande in vitro pour bah, voilà, apporter des arguments contre son développement. Et j'aurais déjà envie de revenir justement rien que sur la manière qu'on a de nommer cette viande, parce que à une époque on disait viande in vitro, puis j'ai l'impression que maintenant on dit de plus en plus justement viande cultivée ou viande cellulaire. Donc rien que cette évolution dans le vocabulaire, elle dénote de quelque chose, non? D'après vous? Oui, tout à fait, oui, oui, bah, quand j'ai mon premier papier, je crois que c'est en 2010, c'était viande in vitro. On parlait de la viande in vitro et de l'agriculture cellulaire. Parce qu'il faut prendre conscience hein, que ce qu'on fait avec la cellule animale, on peut le faire avec la cellule végétale. Hein. Donc mais quand même, du point de vue des définitions que donnent les concepteurs de tout ça, l'agriculture cellulaire, ça concerne la matière animale, quoi. Voilà. Et donc, c'était viande in vitro. euh, Après, c'était viande propre à un moment donné, clean meat. Il y a un livre qui a été traduit de l'anglais voilà, qui s'appelle Clean Meat. Et puis après, c'est devenu viande cultivée. Effectivement, c'est une évolution très stratégique. La viande in vitro, ça va pas parce que c'est le laboratoire, les ingénieurs et tout ça. Bon, ça va pas. Viande propre, c'était l'idée de jouer sur voilà, le sale, le propre, le sale, l'industrie lourde des productions animales, le propre. Voilà, ça marche pas tellement. Enfin, je pense que ça évolue en fonction des études de marché, des milliers d'études de marché que ces gens font pour préparer préparer l'arrivée de ce produit. Et puis viande cultivée, alors là, je pense que ça a vraiment beaucoup d'avantages. D'abord, de faire passer cette viande pour un objet agricole. D'ailleurs, enfin, les demandes qu'ils opèrent, c'est ça, hein, on est dans le champ agricole, on est la nouvelle agriculture du 21e siècle. Voilà, c'est une nouvelle forme d'agriculture. Donc, au lieu de, d'élever les animaux, bah, on cultive la viande. Voilà, bah, bon, c'est juste un petit changement. Euh, et d'ailleurs, Aleph Farm, c'est bien ça qui vendent. Hein. C'est rien que le nom. C'est des fermes. Et il y a comment j'ai vu qu'il y avait des projets, bah, peut-être d'ailleurs en Suisse aussi, d'intégrer les producteurs dans cette production de viande cultivée, c'est-à-dire voilà, de, de dire aux agriculteurs, bon, bah, avant vous éleviez les animaux, maintenant vous allez élever des cellules, mais c'est enfin à partir de cellules, mais c'est pareil. Enfin, voilà. Donc la viande cultivée, voilà, c'est ça, ça renvoie à l'idée que c'est un produit agricole et que c'est bon, un produit agricole comme un autre en fait. Sauf que bon, voilà, il est différent à cause du changement climatique, à cause de notamment maintenant l'argument c'est le changement climatique, beaucoup plus en fait que la relation à l'animal. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est pas anodin du tout, hein. Justement, ouais, je suis allé voir sur le site de Migros parce qu'ils ont une page avec un argumentaire en fait pour pourquoi est-ce qu'ils investissent dans cette production-là. Puis on peut notamment lire quand vous irez dans un supermarché dans 10 ans, vous aurez le choix entre deux variétés de hamburgers. Pour l'un, une vache sera morte, aura émis des gaz à effet de serre et consommé beaucoup de ressources. Pour l'autre, non, le goût et le prix seront les mêmes. Qu'allez-vous acheter? Point d'interrogation. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette citation. Est-ce que vous pouvez la critiquer, l'analyser? C'est-à-dire, c'est ce qu'on trouve, c'est l'argument qu'on trouve partout. C'est l'argument des animalistes. Enfin, il faut rappeler quand même que la promotion de cette viande cultivée, elle est faite surtout bah, par exemple, comme par Migros, mais aussi par les animalistes, et c'est eux, en fait, qui construisent cet argumentaire. Alors, je suppose en lien avec les startups, mais c'est curieux de voir que c'est pas les startups elles-mêmes qui font le marketing, quoi. C'est d'autres. Et là, cet argumentaire, bah, bon, on le trouve par exemple sur le site de Gaïa, là, en Belgique, là. Voilà, c'est ça, vous avez le choix. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire sa place. Enfin, j'ai participé à des débats comment, publics. Il n'y a pas de troisième voie. C'est ça c'est ou la violence ou la paix avec l'animal, la cellule, machin, tout va bien, voilà. Mais il y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose dans les journaux. Il n'y a pas autre chose, évidemment, à la télé.
Et alors que c'est précisément cette autre chose que je défends, moi, c'est-à-dire une troisième voie entre l'industrie et la violence que je condamne depuis que je suis dans la recherche et que j'ai mis les pieds dans ces machins, et puis la nouvelle version de la violence. Enfin, voilà, c'est toujours violent. En plus, la violence, c'est pour ça que je pense qu'ils veulent impliquer les agriculteurs là-dedans. C'est qu'évidemment, ce projet, il détruit l'élevage, quoi. Voilà, c'est quand même son but. Donc, si c'est pas violent, ça, je sais pas ce que c'est, de dire aux éleveurs, écoutez, disparaissez, vous maltraitez les animaux, la pile de vache, on s'en fout, on préfère la viande. D'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué, quoi, que finalement, tout ça, ça montrait que les animalistes, et je dis les animalistes, voilà, pour montrer des associations animalistes comme PETA, comme euh, Gaïa ou L214 en France, voilà, qui clairement préfèrent la viande à l'animal. C'est quand même ça leur truc, c'est ça qui est paradoxal. Là, je vous ai entendu dire des choses hyper intéressantes. Donc déjà, vous notez le fait que, euh, disons que la production agricole, elle se transforme déjà, en tout cas conceptuellement, au 19e siècle. On va dire, pour parler schématiquement et grossièrement, le capitalisme amène petit à petit une production de plus en plus industrielle. Et ce que vous notez, je trouve à juste titre, peut-être que moi j'y étais pas dans ces années-là, mais j'ai l'impression que c'est juste ce que vous dites, c'est qu'effectivement, c'est assez récent, toutes ces dénonciations vis-à-vis de la production industrielle, et de ce qu'on voit dans les abattoirs, enfin, etc., dans la production porcine notamment, on a vu des images terribles, et que à chaque fois que ces dénonciations sont faites dans les médias, etc., jamais on a le droit à des alternatives crédibles. Jamais on a le droit à une porte de sortie crédible. C'est juste on vous montre l'horreur de cette exploitation industrielle, et puis derrière, euh, l'élevage paysan, par exemple, il n'intéresse pas. Enfin, il n'a pas l'air d'intéresser. Et vous dites, c'est parce que l'élevage paysan n'intéresse pas le capital, n'intéresse pas les actionnaires, les autres décideurs politiques. Et du coup, c'est pour ça qu'on médiatise pas, cette solution. Ah, je pense que c'est comme ça depuis le 19e siècle, hein. C'est-à-dire à partir du moment où les trois piliers en fait, du développement de l'agriculture industrielle, le capital, la science et l'industrie, c'est ces trois piliers-là qui développent les productions animales et plus largement l'agriculture industrielle à partir du 19e. Et donc, ils font des animaux des objets, des machines, et voilà, des objets industriels en fait. Et on en est toujours là dans les porcheries industrielles. La violence, elle tient d'abord au statut d'objet industriel de l'animal, sur qui on peut tout faire, puisque c'est un objet industriel qui rentre dans des process industriels. Donc, et donc là, voilà, à cette époque-là, c'est ça. En fait, enfin moi, il y a un autre point de vue, enfin, c'est pas un autre point de vue, c'est un point de vue central pour moi, c'est la question du travail. C'est-à-dire que, euh, quelle que soit, enfin, je veux dire, la difficulté qu'avaient les paysans à travailler avec leurs animaux avant l'ère industrielle, euh, ben, les animaux étaient des partenaires de travail. C'était pas un choix, c'était une obligation, quoi, que les animaux, après, avec l'industrie, ils deviennent des objets du travail, des machines, etc. Ils sont sortis du travail, en fait. Alors, cette idée du travail, enfin, je la tiens de la psychodynamique du travail, sur quoi vraiment beaucoup de choses sont bâties actuellement dans mes recherches, c'est le fait que le travail, voilà, c'est pas seulement produire, c'est être ensemble, etc. Et donc, en fait, les animaux dans le process industriel, en fait, on leur demande rien, quoi. D'ailleurs, c'est ce que disait comment Paul Dechambre, qui était un zootechnicien fin 19e, dit il faut transformer. On sait que les animaux sont intelligents, on sait qu'ils sont sensibles, 19e siècle, hein, disait ça. Mais compte tenu de leur fonction économique, il faut les rendre comme des automates. Bon, enfin, c'est à peu près ça la phrase, hein. Il faut les rendre comme des automates. Mais donc, ils savaient bien que ce n'étaient pas des automates, hein, puisqu'il faut les rendre du fait de leur fonction. Après au XXe siècle, bah, ils sont devenus réellement des automates, et là, sans la prise de recul, voilà, de dire que voilà, c'est de leur fonction comique, mais on sait que non. Bah non, là, on ne sait plus que non. C'est des produits industriels et puis c'est tout. Et là, ce qui se passe, donc on a sorti les animaux du travail, pas complètement du travail, parce que malgré tout, quand on travaille avec des animaux, il faut tenir compte d'eux, qu'on le veuille ou non, quoi. C'est même l'animal le plus contraint.
il a une mini-marge d'autonomie. Euh, Là, évidemment, on vire les animaux complètement. Donc là, il n'y a plus de résistance, il y a plus d'animaux malades, il n'y a plus d'éleveurs malades, il n'y a plus d'éleveurs qui résistent non plus d'ailleurs. Enfin voilà, là, je vois le process comme ça de sortie du travail des animaux. euh, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des animaux domestiques, hein, ce que je dis, c'est-à-dire il y a une artificialisation de leur existence. Le bon exemple, c'est le remplacement au cirque des animaux par des hologrammes. Voilà, ça c'est un bon exemple. Ou le remplacement dans les maisons de retraite des animaux visiteurs par des robots. Voilà. Enfin, il y a un remplacement du vivant euh, par des artefacts. Et donc, en fait, c'est ça pourquoi la question du travail est intéressante, c'est qu'on passe du travail vivant. Travail vivant, ça veut dire se colter au vivant, à la vie, à la résistance des êtres et des choses, quoi. Enfin, à la nature, aux animaux. Quand en élevage paysan, on est bien obligé de négocier avec les animaux, puisqu'ils ne sont pas contraints. Et puis on est passé, voilà, au 19e siècle, au travail mort des animaux, et maintenant, même plus au travail mort, quoi. Enfin, là, c'est vraiment le. Si, c'est un travail mort de production alimentaire, supposément destiné à servir la vie, nos vies. Donc, c'est vraiment. Enfin bon, je sais pas si je me suis pas un peu égaré, mais. Non, mais vous avez parlé de ces piliers qui, du coup, au 19e, au 20e siècle, voilà, les milieux économiques et scientifiques ont fait en sorte qu'on sorte de l'élevage paysan, en fait, pour le dire grossièrement. Et aujourd'hui, justement, pour revenir sur cette question, on a les tenants de la cause animale qui viennent, selon vous, s'ajouter au milieu scientifique et à l'industrie en soutien, justement, à ces nouvelles formes d'agriculture industrielle. C'est ça. Exactement. C'est ça le paradoxe de cette cause animale, c'est que, parce que leur idée centrale, c'est que c'est mal de tuer les animaux. C'est assez basique en fait, hein, cette cause animale. Si on va creuser, en fait, ça tient sur le fait qu'il ne faut pas tuer son prochain. Parce que comme l'animal est devenu notre prochain, bah, il ne faut pas tuer son prochain. Voilà. En gros, je veux dire, on peut creuser et écrire des tonnes de livres, ça se résume quand même à ça, hein. Et donc, eh ben oui, il vaut mieux. Faut aller chercher des alternatives parce que quand PETA, par exemple, en 2008, quand PETA, la grosse association américaine de défense des animaux, offre 1 million de dollars au laboratoire qui produira de la viande de poulet in vitro, euh, eh ben, ils sont déjà lancés là-dedans, quoi. Ils sont déjà lancés. Alors pourquoi? Parce qu'ils savent, au fond, ils le savent, qu'on va pas devenir vegan. Voilà. Devenir végétarien, il faut toujours de l'élevage. Un végétarien, il a besoin de l'élevage. Le seul qui n'en ait pas besoin, en théorie, c'est le vegan. Et encore, bon, je veux dire, il faut vraiment, bon, de manière basique, quoi. Mais ils savent très bien, PETA comme toutes les autres associations, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas possible d'un point de vue alimentaire simplement, puisque le régime vegan implique de prendre des compléments, enfin, etc. Donc on ne va pas rendre vegan toute la population du monde, quoi. Et puis si c'est un crime de manger un animal ici, bah pourquoi c'est pas un crime en Mongolie, quoi? C'est voilà. Enfin bon. Donc PETA, dès 2008, et puis ils actent même que toute leur campagne euh, voilà, en faveur du véganisme échoue, en fait. Mais ils échouent. Alors, voilà, il y a des philosophes qui disent parce on est fondamentalement cruel, fondamentalement euh, comment, carnivore, voilà. En fait, je pense qu'on ne tient pas compte justement de la relation à l'animal et du fait que élever les animaux, les tuer, consommer, c'est une manière d'être avec les animaux, de se construire avec les animaux. Voilà, et refuser comme les véganes tout lien avec les animaux, bah, c'est vraiment la détestation des animaux, quoi. Moi, si j'incorpore des animaux en mangeant, bah, voilà, je me constitue grâce à eux. Je sais pas, c'est mon être qui est fait d'eux, quoi. Et donc, voilà, c'est une preuve de proximité alors évidemment, c'est paradoxal, mais de respect et d'amour, quoi, enfin, des animaux. Enfin, bon, ça, c'est des choses qui sont plus évidentes dans d'autres pays qu'ont travaillé des anthropologues. Voilà. C'est pas. Mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui le ressentent comme ça et beaucoup de consommateurs. C'est pour ça que voilà, il faut que les animaux soient bien traités, blablabla. Là, avec
des animalistes, il y a un rejet pur et simple de l'incorporation de l'animal parce qu'il faut le tuer. Et donc, et ben finalement, parce que cette viande in vitro, ils ne la défendent pas pour eux. Parce qu'eux, ils sont convaincus qu'on peut vivre sans animaux, sans manger de chair animale. C'est pour nous qui font tout ça. Et PETA le dit clairement. PETA dit, puisqu'on ne peut pas convaincre les gens d'arrêter de manger de la viande, on va les rendre, les obliger à être moraux, quoi, malgré eux. C'est ça qu'ils disent, hein. Enfin, je cite dans mon bouquin, il y a voilà, il y a une espèce de condescendance et de parti pris, mais en fait, c'est le cas dans tout ce bazar, hein. Et ça, c'est historique aussi. Que les gens ordinaires, comme vous et moi, on est des abrutis moraux, qu'on mange de la viande parce qu'on est des abrutis moraux, et que bon, bah, c'est irrémédiable, et donc bah, PETA, du haut de sa grandeur, va nous élever moralement en nous faisant bouffer de la viande cultivée. Voilà. La question morale de ce que c'est que cette viande cultivée, comme je le disais, d'un point de vue philosophique et moral, du point de vue de nos relations aux animaux, elle est absolument pas traitée. Ils font complètement l'impasse là-dessus. Euh, et donc voilà. Et donc c'est pas. Et PETA depuis, bah voilà, ça. Je pense elle a donné comment, le diapason du soutien des associations animalistes à ce mouvement qui est fondé sur un échec, sur le constat d'un échec à convertir les gens au véganisme. Et donc, ben voilà, Et ce que vous montrez aussi bien, c'est, ben, peut-être sans le vouloir, je sais pas, on va pas rentrer dans des théories du complot peut-être, mais il y a quand même une alliance objective entre ces milieux et ben, des intérêts capitalistes assez clairs. Il y a des milliardaires qui financent cette nouvelle industrie cellulaire, on va dire, cette nouvelle industrie en laboratoire. Je crois que dans votre bouquin, vous parlez de Jeff Bezos, vous parlez de Bill Gates. Je ne sais pas si vous avez si vous pouvez m'en dire plus là-dessus, mais je crois qu'il y a vraiment des intérêts clairs aussi pour cette industrie. oui, oui, bah c'est parce que justement, on garde ces piliers sciences, banque, industrie, de développement plus la cause animale. Et c'est vrai que, en fait, on passe d'une industrie lourde à du capitalisme euh, industriel. Les productions animales, c'est une industrie très lourde, hein. Il faut des abattoirs, il faut des camions, il faut des systèmes de production, etc. À une industrie légère, là, qui relève du capitalisme numérique. Le capitalisme numérique, eh ben, c'est ça, c'est les grands milliardaires, c'est les fondations, genre Fondation Bill Gates, c'est des milliardaires comme DiCaprio, voilà, qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire, qui le mettent aussi là-dedans. C'est des fonds d'investissement, voilà, des fonds d'investissement de tous les pays, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même, voilà, qui est marquant de cette évolution, c'est que ça concerne tous les pays. Alors peut-être moins l'Afrique, mais en tout cas l'Asie, les États-Unis, le Canada, l'Europe, euh, voilà, il y a des startups partout, des investissements partout. Effectivement, enfin, on voit bien que cette production, elle nécessite énormément de capitaux. Voilà, elle ne se développera pas sans tous ces capitaux. Alors voilà, il y a des capitaux de plus en plus élevés qui sont investis là-dedans. Euh, Maintenant, est-ce que voilà, parce que, enfin, moi, je pars du principe que peut-être cette viande in vitro, cette viande cultivée, ils n'arriveront pas à la produire de façon rentable, massivement. Peut-être. Enfin, je veux dire, c'est pas écrit. Même si là, franchement, quand ils commencent à construire des usines, bon, et à augmenter en production, c'est un peu inquiétant. Mais depuis le début, par exemple, dans les discussions avec mes collègues, je pense qu'il vaut mieux faire comme si cette viande cultivée allait effectivement arriver sur le marché et anticiper et se battre contre son arrivée, plutôt que de dire, comme disaient mes collègues, oh, ça n'arrivera pas, la France aussi, la gastronomie, et puis c'est pas possible, parce que si, parce que ça. Euh, voilà, si on est comme ça, et ben, d'ailleurs, en France, c'est en grande partie quand même ça, et ben on attend, et puis là maintenant, ben, voilà, on a des startups en France aussi, et on aura une demande d'agrément européenne, ça c'est sûr. Donc, donc voilà, je ne sais plus quelle était la question. La question, c'était
faire le lien entre, enfin, montrer qu'il y avait non seulement ces défenseurs de la cause animale d'un côté, et puis de l'autre, qu'il y a vraiment des intérêts capitalistes clairs, et comme vous dites, des fonds d'investissement dans le monde entier, des milliardaires, etc., etc. Et des voilà, c'était des juste noter. fondations, des fondations non-profit, euh, et puis oui, tout un, en fait, c'est une toile d'araignée, quoi, de lien entre tous ces gens. C'est assez effrayant, quoi, parce que c'est tout ce c'est tout ce qui produit de l'argent, enfin, voilà, qui fait une espèce de réseau pour les uns produire, les autres convaincre, les autres déposer des dossiers ici et là. Enfin voilà, toute, euh, toute une artillerie qui va dans le même sens de développer cette viande cultivée, soi-disant. Alors là, maintenant, l'argument central, hein, c'est le changement climatique, hein, soi-disant pour. Donc on parle souvent de ce greenwashing, puis là on est vraiment dans des voilà dans des fondations qui ont une apparence vertueuse aux yeux de la population, je pense, Ouais. et tout ça et qui servent, comme vous dites, à faire le marketing pour ces startups, pour ces milliardaires, pour ces fonds d'investissement. C'est assez intéressant à observer, même si c'est effroyable d'un côté, c'est fascinant quand même. Et puis du coup, pour terminer, je pense que ben il faut proposer justement l'alternative qui serait désirable. Dire non à la production industrielle et toute cette art, et puis dire non à cette production en laboratoire et tout ce qu'elle comporte aussi. Et du coup, les arguments pour l'élevage paysan, c'est quoi? C'est l'autonomie, c'est la vente locale, c'est euh, pas la même médicamentation que dans les élevages, élevage industriel. Bon, ça, c'est un mot qu'il faut aussi arrêter de, faut pas le dire comme ça, etc., etc. C'est ça, l'élevage paysan. C'est-à-dire que oui, pour moi, c'est la troisième voie. La troisième voie, enfin, elle est importante, cette troisième voie, et c'est pour ça qu'elle est méprisée, ignorée, occultée, c'est elle s'inscrit aussi dans un changement de société. C'est-à-dire, si on veut développer l'élevage paysan, bah, c'est sûr qu'il faut changer de système de pensée, quoi. Parce que l'élevage paysan, effectivement, c'est un type d'élevage qui n'enrichit personne. C'est-à-dire, voilà, par exemple, les paysans là, que je connais qui font de l'élevage, voilà, ils emmènent leurs vaches au champ. Admettons, ils font de la biodynamie ou de la bio pour les soins, donc animaux pas malades, bâtiments autoconstruits, nourriture presque, enfin ça dépend des productions en bovin, la nourriture peut être vraiment autoproduite. En cochon, si c'est pas sous bois ou machin, bon, les gens peuvent acheter des produits, enfin des céréales ou autres. Euh, Voilà, c'est-à-dire que en fait, le but en élevage paysan, c'est pas de produire beaucoup, c'est de dépenser peu, de façon à ce que la marge dégagée, elle soit uniquement pour soi, quoi, et pas. Et du coup, comment, d'un point de vue logique, ça fait des produits animaux, en fait, pas moins chers que les productions animales, parce que là, les productions animales, voilà, c'est sur la misère humaine et animale que les prix sont construits, et la souffrance. Mais ça peut être pas énormément plus cher. Mais pour que ça soit viable, il faut installer des milliers de paysans, quoi. Voilà. En France, par exemple, il faudrait installer, c'est le chiffre de la Confédération paysanne, et je pense que il est juste 1 million de paysans. Mais d'abord, enfin, moi, ça, c'est moi qui l'ajoute, il faudrait changer l'enseignement agricole. L'enseignement agricole en France, il est uniquement porté par l'industrie. C'est la FNSEA qui le dirige, en gros, quoi, hein, le syndicat. En gros, c'est la FNSEA qui a la main sur l'enseignement agricole. Donc, bon, voilà, c'est difficile de penser, voilà, installer des paysans s'ils sont formés par la FNSEA. Donc, voilà, mais c'est ça comment on la voit, qui protège l'environnement, qui est respectueux des animaux, respectueux des travailleurs, qui produit des bons aliments, effectivement, euh, qui peuvent être en circuit court, mais pas forcément. Je veux dire, ça dépend de la production. Il y a des trucs qu'on fait seulement dans un coin de France et pas ailleurs, quoi. Enfin. Et puis, oui, l'autonomie, c'est le premier point, l'autonomie des humains, des travailleurs, animaux et humains, quoi. Ça, c'est.
voilà, la solidarité plutôt que la concurrence effrénée, là, comme dans les productions animales, où la seule chose qu'attend un producteur porcin, c'est que l'autre se casse la gueule, quoi. Et puis, il est prêt à aider si besoin. Donc, c'est une incroyable violence, quoi. Voilà. Puis mais c'est dur voilà, c'est dur de penser les transformations, bah, d'une part, avec la propagande de la FNSEA qui a pied chez tous les producteurs, quasiment. Parce que c'est voilà, ce que j'avais remarqué quand j'écris Vivre avec les animaux, mon premier livre, Élever un animal, réinventer le lien, c'est comment ça se fait que ces gens qui sont malheureux, qui travaillent comme des bœufs, voilà, qui sont endettés, voilà, ils continuent, quoi. Enfin, ça, c'était l'objet de mes recherches antérieures. Mais voilà, enfin maintenant je comprends pourquoi, mais c'est dur à lever, c'est dur à penser les transformations. Mais voilà, donc c'est pour ça que la, la troisième loi de l'élevage paysan, elle est forcément politique. C'est si on ne change pas de gouvernement, si on ne change pas de système de pensée, même non sans dire on sort du capitalisme, mais au moins qu'il y ait, en attendant qu'on en sorte, qu'il y ait voilà, un gouvernement qui soutienne une alimentation, déjà une souveraineté alimentaire, ce qui n'est absolument pas le cas là, de moins en moins, et puis voilà, et puis que la question des relations aux animaux, elle soit posée par d'autres que des philosophes et des machins qui lisent des livres, qui synthèsent des livres, synthétisent des livres, mais qui au fond sont incapables de discuter avec une vache, quoi. Enfin, ou un cochon, ou une poule, ou à part avec leur chat, voilà. C'est donc c'est pas, enfin moi je suis assez pessimiste hein, sur le fond, et malgré que je sens il y aurait moyen, quoi. Ça serait possible, encore, aujourd'hui, là, maintenant, ça serait possible d'arrêter ce truc infernal là, qui va nous mener enfin, autant dans le mur que le reste, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est toujours les mêmes qui dirigent tout ça. Enfin, voilà. Vous avez bien dit que c'était une toile d'araignée avec des intérêts de toutes parts qui s'entremêlent, etc. Et c'est vrai que c'est une machine qui doit être très difficile à enrayer. Il faudrait un rapport de force politique vraiment très puissant. Mais rien que déjà avoir l'idée de la troisième voie, c'est le début. Maintenant, il faut le propager et puis que ça devienne un désir de plus en plus massif, quoi. Déjà pour commencer. Ah, voilà, puis un désir, bon, pour moi, évidemment, c'est mon sujet de recherche, mais un désir de maintenir nos relations aux animaux. Enfin, qu'est-ce que ça fait aux gens d'imaginer, ou aux Suisses, alors là, moi, quand je me suis aperçu que les Suisses, les vaches, ils n'en avaient plus rien à faire, mais ça m'a choqué, quoi. Un pays où que les vaches, il y a 90% écornées, je me suis dit, purée, c'est la Suisse, quoi. C'est quand même le pays des vaches. Et donc, voilà, moi, je crois qu'il faudrait retisser ces liens avec les animaux de ferme euh, et ramener l'animal, quoi. Que ces jeunes véganes, là, ah, il faut les tuer, gna gna. Mais oui, mais avant la mort, il y a la vie, comme pour nous, quoi. C'est la vie, les paysages, la nature, la vie, quoi, la vie. Alors que ce qui nous prépare, c'est ça, c'est le mort-vivant, c'est le travail mort déjà, le travail mort, alors que enfin, voilà, c'est le travail vivant qui nous rend vivants et qui rend les animaux vivants, et qui soutient la vie. Le travail mort, bah, il sert la mort, quoi, voilà. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut convaincre les jeunes et puis rappeler que les animaux, c'est 10 000 ans d'histoire avec nous, quoi, qu'on est construit avec les animaux. Enfin, comment peut-on imaginer vivre sans des vaches, sans des poules, sans des... Moi, j'arrive pas, hein. C'est c'est- c'est notre vie, quoi. C'est nos liens. Merci beaucoup, Jocelyne Porcher. C'était Merci. passionnant de mon côté. Euh, il y a pas mal de bruit là, j'espère qu'on m'entend quand même, mais Moi, j'entends pas de bruit. bon, tant mieux alors.